Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 2, les actes réflexes et les actes perceptifs. L'intelligence, d'une manière générale, s'est présentée comme une sorte d'invention personnelle, comme une adaptation nouvelle de la conduite à des circonstances particulièrement complexes. Une femme nous a paru sans intelligence quand elle n'était pas capable de combiner deux actions anciennes en une seule. Une telle intelligence peut présenter bien des degrés. Elle peut s'exercer sur des actes qui sont eux-mêmes déjà des combinaisons intellectuelles. Il y a, pour ainsi dire, des intelligences du deuxième et du troisième degré. Ces formes supérieures de l'intelligence dépendent avant tout du langage, car les nouvelles combinaisons ne peuvent guère se faire qu'entre des actes précédents résumés et présentés sous forme de langage. Mais on doit considérer d'abord une intelligence élémentaire, celle qui effectue des combinaisons entre des actes simples, qui ne sont encore que des mouvements des membres déjà donnés dans la constitution de l'organisme et dans celle des instincts. Ce sont ces actes primitifs, antérieurs à l'intelligence élémentaire, qu'il faut d'abord résumer pour pouvoir comprendre ce que l'intelligence élémentaire leur ajoute. 1. La hiérarchie psychologique. La conduite des êtres vivants se perfectionne de plus en plus et nous paraît acquérir une efficacité de plus en plus grande dans l'espace et dans le temps. C'est ce qui frappe nos regards quand nous voyons les différences qui distinguent les êtres les uns des autres. Ce progrès est très lent et, au premier abord, il y a peu de différence d'un animal à un autre. Il s'agit d'une série continue. Nous sommes forcés, pour la précision de la description, de distinguer des paliers où l'évolution est plus apparente. La science applique ici à la description des conduites un procédé de l'intelligence élémentaire que nous aurons à étudier à propos de l'échelle, de l'escalier. Dans l'escalier, nous établissons des marches dont l'écartement est proportionnel à la puissance de nos jambes. Dans les classifications évolutives, nous établissons des divisions souvent un peu arbitraires et correspondantes à notre capacité de distinguer les actes les uns des autres. Cette étude a permis d'établir un tableau hiérarchique des tendances. Tableau évidemment très résumé, mais qui permet de voir quels sont les actes au-dessous de l'intelligence élémentaire et les actes qui se sont développés au-dessus. La liste ci-dessous présente en haut les tendances à des actions très élémentaires qui existent même chez les animaux inférieurs et en descendant, les tendances à des actes de plus en plus élevés. Tendance à des actes réflexes, tendance à des actes perceptifs ou suspensifs, tendance à des actes sociaux, tendance à des actes intellectuels élémentaires, tendance à des actes du plan verbal, actes assertifs, tendance à des actes réfléchis, tendance à des actes rationnels, tendance à des actes expérimentaux, tendance à des actes progressifs. Parmi les actes les plus élevés de l'intelligence élémentaire, nous trouvons au premier plan le langage. Sans doute, le langage tel qu'il existe aujourd'hui est bien différent des actes de l'intelligence élémentaire et des premiers objets intellectuels de la route ou du panier. Il n'est plus comme eux un acte particulier et relativement simple, adapté à des circonstances bien déterminées. Il intervient partout à tout propos, il remplace toutes les autres actions. Il s'agit là d'un rôle spécial du langage, qui caractérise une conduite supérieure, souvent désignée aujourd'hui sous le nom de conduite du plan verbal. Cette utilisation du langage qui transforme toutes les actions précédentes n'appartient pas en effet à ce que nous appelons l'intelligence élémentaire.
Mais avant de faire du langage cet usage spécial, avant de s'en servir comme substitut de toutes les actions, il a fallu d'abord le créer, l'organiser d'une manière moins ambitieuse. On peut remarquer qu'aujourd'hui, un autre objet intellectuel, l'outil, a pris également un développement énorme et qu'il intervient dans presque toutes les actions. Mais on peut observer une époque, chez l'animal et chez l'homme, où l'outil n'avait pas pris cette extension démesurée. Le langage a commencé de même par des commandements isolés, faits par quelques individus seulement et compris seulement par quelques autres. Les quelques formules verbales qui avaient été inventées étaient utilisées isolément de temps en temps dans quelques circonstances, comme les outils ou les paniers. Ce n'est que plus tard que l'homme, parvenu au plan verbal avec la croyance, a donné au langage le rôle que nous lui voyons aujourd'hui. Il s'est donc présenté au début comme l'une de ces opérations intellectuelles que nous étudions. Nous aurons donc, à la fin de ces études, à présenter quelques réflexions sur ces premières formes du langage et sur les actions qui en dérivent immédiatement, comme le commandement, le récit et les premières numérations. Mais il faut d'abord acquérir quelques notions sur les actions inférieures au-dessous de l'intelligence élémentaire qui ont été le point de départ de celle-ci. Quel est le phénomène apparent chez les êtres vivants que nous devons considérer comme le début des phénomènes psychologiques? Les philosophes, le plus souvent, éludent la question en mettant au point de départ l'intelligence et la pensée, conçues d'ailleurs d'une manière fort vague. Nous ne pouvons pas le faire puisque nous essayons de nous représenter l'intelligence et la pensée comme des formes d'action humaine déterminées, apparaissant plus tard, à un stade déjà élevé, du développement psychologique. Une hypothèse très intéressante a eu jusqu'à nos jours une grosse influence sur les études psychologiques. C'est l'hypothèse de Condillac qui fait commencer toute l'activité de l'esprit avec le phénomène que l'on a désigné sous le nom de sensation. On appelle sensation la couleur bleue de ce papier, telle qu'elle est dans notre conscience, et non dans le monde extérieur. C'est un élément conscient, abstrait de la perception du papier. C'est ce qui reste dans la conscience de cette perception quand on retire l'extériorité, la forme de l'objet, le schéma de cet objet et tous les actes qui dépendent de ce schéma perceptif. Toute la psychologie est fondée sur cette sensation et quand on a voulu appliquer les méthodes scientifiques à la psychologie, c'est cet élément abstrait de la perception, cette sensation que l'on a voulu mesurer, dont on a cherché les relations avec les phénomènes physiques extérieurs. Cette hypothèse condillacienne est-elle bien satisfaisante et ne nous a-t-elle pas entraînés depuis 2 siècles dans une mauvaise voie? Ce prétendu élément est encore, au point de vue psychologique, bien complexe. Il est surtout caractérisé par la conscience interne et personnelle. La statue de Condillac se sent odeur de rose. Ce caractère d'intériorité suppose la distinction de l'extérieur et de l'intérieur, qui ne peut se comprendre que par l'analyse des conduites perceptives et des conduites du sentiment, qui sont déjà des phénomènes psychologiques bien complexes. La vie interne a été présentée comme la première, comme la plus fondamentale, à la suite de considérations philosophiques. Elle n'a existé en fait que très tardivement. En fait, on ne peut pas constater de telles sensations isolément. Il est impossible de démontrer que l'enfant commence par avoir le goût du lait isolément quand il tète, puisque nous le voyons faire en même temps une foule de mouvements.
ce n'est que tardivement, chez des adultes, que nous pouvons avoir affaire à des sujets qui nous disent « je vois du bleu et je ne vois que cela ». Ce sont des sujets intelligents et dressés qui, dans une perception totale et complexe d'un papier et d'un appareil, ont appris à isoler un élément désigné par un mot et à porter sur lui leur attention à peu près exclusive. On n'étudie pas ainsi, comme on le croit, un phénomène simple et primitif, mais un état d'esprit fort compliqué. Un grand nombre des difficultés de la psychologie expérimentale dépendent de ce malentendu sur le choix du phénomène considéré comme élémentaire. La philosophie même a toujours été très embarrassée pour rattacher les actes de l'homme, qui ont les phénomènes psychologiques essentiels, à cet élément considéré comme purement interne. Descartes, à qui l'on attribue la considération de la pensée comme point de départ de la vie de l'esprit, ne parlait du cogito qu'au point de vue philosophique. Il a été aussi l'un des premiers à étudier un autre phénomène comme primordial, quand il décrivait dans un schéma célèbre un homme assis auprès d'un feu qui retire sa main quand elle est brûlée. Ce mouvement élémentaire, si bien étudié par Descartes et par Malebranche, est devenu l'acte réflexe. Et toute une psychologie a été édifiée qui prend cet acte réflexe comme point de départ. Griesinger commençait déjà à dire que tous les mouvements de l'homme n'étaient que des complications de l'acte réflexe. Depuis cette époque, un grand nombre d'écrivains ont développé cette idée. On peut rappeler, entre autres, les noms de Laycock, 1844, de Carpenter, de Horwitz, de Bonatelli, de Herzen, de Charles Richer et surtout de Bergstørius. Ce dernier a soutenu formellement que tous les phénomènes psychologiques pouvaient être présentés comme des complications de ces réflexes primitifs. Sans doute, cette conception soulève bien des difficultés et il sera nécessaire d'ajouter aux réflexes bien des éléments en grande partie nouveaux, bien des inventions, si l'on veut, d'actes nouveaux, qui ne sont pas uniquement des combinaisons de réflexes, mais qui ajoutent d'autres éléments. Mais l'idée générale reste juste. Pour nous, qui considérons la psychologie scientifique bien distincte d'une psychologie philosophique ou métaphysique, comme une étude des conduites des êtres vivants, cette conception des actes réflexes comme les plus simples que nous connaissions, au point de départ des autres conduites psychologiques, nous semble aujourd'hui la plus juste et la plus féconde, au moins comme hypothèse de travail. Les débuts de l'intelligence, première partie 2, les actes réflexes. Ces actes réflexes, que nous considérons par hypothèse comme la forme la plus simple des conduites psychologiques, présentent un certain nombre de caractères. Il est évident que la détermination de ces caractères comporte quelques degrés d'abstraction, car la détermination d'un élément ne peut être faite qu'en éliminant, dans l'observation d'une chose complexe, les parties ou les caractères qui nous semblent exceptionnels et accessoires. Un acte réflexe est une réaction composée de mouvements bien déterminés à une stimulation externe également bien déterminée. Le mouvement que l'on observe, plus ou moins compliqué, est toujours le même quand la stimulation elle-même reste identique. Il dépend de la contraction à un certain degré, de certains muscles plus ou moins nombreux et d'une succession régulière de ces contractions dans un certain ordre. Dans l'ouvrage de messieurs von Monachov et Mourgue,
Introduction biologique à l'étude de la neurologie et de la psychopathologie, 1928, ces contractions successives dans un ordre bien réglé sont comparées à une mélodie. Il y a dans le fonctionnement de l'organisme des mélodies cinétiques qui montrent une organisation des mouvements dans l'espace et dans le temps. On pourrait comparer cette organisation à celle qui se manifeste par la mise en marche de disques de phonographe. Pour constater cette régularité du mouvement dans l'acte réflexe, il faut que la stimulation soit également très précise. Il s'agit de telle pression, de tel contact, de telle brûlure, de tel phénomène lumineux déterminé non seulement dans sa qualité, mais aussi dans sa quantité. Si la stimulation est trop faible, le réflexe ne se produit pas, à moins que la sommation des stimulations dans un temps très court n'amène une intensité suffisante. La stimulation doit encore être faite sur un point déterminé des téguments. M. Sherrington a bien montré ce caractère en étudiant sur des animaux décérébrés le célèbre scratch reflex, le réflexe du grattage. Le mouvement de gratter est fait par telle patte de l'animal, avec tel muscle, avec telle intensité, sur tel point de la peau, suivant l'endroit de la peau qui est stimulé. Il diffère dès que cette stimulation s'exerce sur un autre point, même voisin du premier. Cette détermination du réflexe est si précise que cet acte ne semble point présenter de degré. Il existe ou il n'existe pas et présente à un haut degré ce caractère du tout ou rien qui semble essentiel dans les conduites élémentaires. Quand le réflexe est déclenché, il se produit jusqu'au tout d'une manière complète sans pouvoir être à telle ou telle phase de son activation. On le voit bien dans le réflexe de la déglutition qui se produit complètement ou qui ne se produit pas. Nous avons souvent étudié les phases de l'activation qui jouent un rôle si important dans des actes un peu plus élevés. Ici, il ne peut être question que de deux phases. La latence, quand le réflexe ne se produit pas, mais reste simplement possible, et la consommation, quand l'activation est complète et arrive à son terme. C'est ce que nous avons résumé en disant que le réflexe est un acte explosif par opposition aux actes suspensifs qui caractérisent les conduites perceptives. À ces caractères bien connus par les physiologistes, peut-être pouvons-nous ajouter quelques détails particuliers intéressants pour nos études psychologiques. Le réflexe est pour nous un acte simple qui répond à une seule stimulation actuellement présente et qui ne s'adapte pas d'avance à d'autres stimulations possibles après la première. Un objet placé devant les yeux ne détermine dans l'acte réflexe que des réactions simples d'accommodation visuelle suivant son éclairage et sa distance. Quand la réaction consiste en des actes plus complexes, adaptés à la nature de l'objet, aux stimulations nouvelles qu'il peut déterminer quand on s'approche de lui, quand on le prend, quand on le mange, nous ne désignons plus ces actes plus complexes par le nom de réflexe. Le réflexe est également simple en ce qu'il se présente comme un seul acte qui a son unité, qui n'existe que sous cette forme totale, qui ne peut pas être décomposé en plusieurs actes plus simples, susceptibles de se présenter isolément dans d'autres circonstances. Nous venons de parler du plan verbal dans lequel des actes de langage se mêlent à des mouvements des membres. À un commandement ou à une invitation, nous répondons extérieurement ou intérieurement par une formule verbale. Oui, j'accepte. Et nous exécutons en même temps, par des mouvements des membres, l'acte demandé. Il y a une division de l'acte en deux parties, l'une verbale et l'autre particulièrement motrice. Ces deux parties d'ailleurs sont déjà connues comme pouvant se présenter isolément. Cette complication tout à fait caractéristique des actes d'un niveau plus élevé
n'existe pas encore dans l'acte que nous considérons comme réflexe au point de vue psychologique. Enfin, l'acte simplement réflexe n'est pas modifié par ces régulations psychologiques qui caractérisent les sentiments. L'effort n'augmente pas normalement les réflexes pupillaires, la tristesse ou la joie ne le transforme pas directement. Sans doute, plusieurs réflexes provoqués simultanément par plusieurs stimulations qui agissent au même moment peuvent, jusqu'à un certain point, agir l'un sur l'autre. Mais cette action réciproque, quand il s'agit de réflexes élémentaires, consiste surtout en une inhibition de l'un de ces actes par l'autre, qui accapare la voie commune, comme dit M. Sherrington. Les belles expériences de M. Pavlov sur les réflexes conditionnels ont été faites le plus souvent sur des animaux supérieurs. Elles nous présentent déjà des conduites intermédiaires entre les réflexes et les actes perceptifs. Un chien qui salivait quand de la viande était placée dans sa bouche a appris à saliver en entendant un coup de sifflet. Le réflexe de la salivation n'est pas modifié en lui-même, mais il se produit d'avance en relation avec une stimulation possible et future. Il en est de même quand l'acte de s'asseoir est déclenché à la simple vue du fauteuil. Il s'agit de ces associations de réflexes par un schéma perceptif que nous étudierons prochainement. Bien entendu, les combinaisons de réflexes en un acte nouveau, qui n'est identique ni à l'un ni à l'autre des actes primitifs, sont d'un niveau plus élevé encore. Nous les retrouverons précisément à propos des actes intellectuels élémentaires. Ces actes réflexes que nous considérons comme les plus simples des conduites psychologiques présentent, sur la sensation de Condillac, de nombreux avantages qui facilitent les études psychologiques. Ils ne sont pas, comme la sensation des philosophes, une conception abstraite. Ils peuvent être étudiés réellement dans des conditions particulières, sous une forme relativement pure. Les réflexes peuvent être constatés isolément chez les animaux les plus simples qui, probablement, n'ont pas d'autre forme de conduite psychologique. Des mollusques, des insectes ne présentent pas d'autre conduite que la conduite réflexe. Les tropismes de l'aube ne sont qu'une forme particulièrement simple de certains réflexes. Il est probable que l'enfant très jeune, dans les premiers jours de la vie et peut-être même avant la naissance, dans l'utérus de sa mère, ne présente que des actes réflexes simples. Les premières actions de téter, d'uriner, d'expulser le méconium sont de ce genre. Les études sur les blessés de la colonne vertébrale, avec des sections de la moelle épinière à diverses hauteurs, permettent de constater sur les membres situés au-dessous de la lésion des mouvements réduits à la forme de réflexes psychologiques. Nous trouvons une étude complète de ces mouvements dans l'ouvrage de M. L'Hermite, La section totale de la moelle dorsale, 1919. Ces études si importantes sur les mouvements des membres après les sections de la moelle épinière ont été poussées très loin dans le beau livre de M. Sherrington sur les animaux décérébrés, The Integrative Action of the Nervous System, 1910. C'est la nécessité de rendre les animaux tout à fait insensibles dans les expériences de vivisection montrées aux élèves qui a amené M. Sherrington à étudier les sections expérimentales de la moelle. Il a rencontré bien des difficultés pour conserver en vie de tels animaux décérébrés et il a été amené à étudier leur comportement. Ces études ont fait avancer beaucoup notre connaissance des actes réflexes élémentaires. On retrouvera ces actes réflexes, mais sous une forme moins pure, chez les individus de l'espèce humaine que la maladie a réduit à une vie végétative. J'ai eu l'occasion d'étudier 2 idiotes qui étaient bien au-dessous des animaux supérieurs et qui ne présentaient guère que des actes réflexes simples. On retrouvera de tels actes isolés dans les états de démence profonde.
Dès que l'enfant a dépassé les premiers jours ou les premières semaines de la vie extra-utérine, ces actes prennent ordinairement des formes plus compliquées et dans la description psychologique, nous devons les placer à un stade supérieur. Le plus souvent, le changement se fait par le phénomène de la prise de conscience. Cette opération de la prise de conscience consiste le plus souvent dans l'addition d'un acte supérieur à celui qui était exécuté sous une forme inférieure. Nous avons souvent remarqué à ce propos que toutes les réactions du stade inférieur ne sont pas ainsi transformées en actes du stade supérieur. Une partie plus ou moins considérable de ces réactions continue à garder la forme inférieure. C'est ce qui donne naissance aux actes qui ont provoqué tant de controverses sous le nom d'actes subconscients. Nous savons que l'homme cherche à transformer en langage toutes ses actions, mais un certain nombre de ces actions restent non exprimées verbalement et quelquefois même ne peuvent pas l'être, comme on le voit en étudiant ce qu'on a appelé l'ineffable. Un acte subconscient n'est pas autre chose qu'une action qui a conservé une forme inférieure au milieu d'autres actions d'un niveau plus élevé. Des croyances de forme élémentaire, que nous avons appelées autrefois asséritives, dans un esprit capable de réflexion, peuvent souvent se présenter comme subconscientes. Il en résulte que, chez l'homme adulte et normal, bien des réactions peuvent rester à l'état de réflexe. Quelques-unes restent bien simples, comme le réflexe patellaire, le réflexe pupillaire, mais en général, leur étude demande des précautions, car il faut se méfier de l'intervention toujours possible de phénomènes d'un ordre supérieur qui viennent compliquer ces réflexes. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que sous différentes influences, la tension psychologique, le degré d'élévation moyenne des conduites d'un individu peuvent s'abaisser. Nous voyons cet individu rétrograder, revenir à des formes de conduite plus simples, plus anciennes qu'il avait dépassées. Il peut revenir, au moins momentanément, à de simples réactions réflexes, comme cela arrive dans l'accès épileptique le plus grave. C'est l'étude de tels phénomènes qui nous a amenés autrefois à considérer les convulsions comme les formes les plus simples de l'activité psychologique réduite à la forme réflexe. Cette réduction à la forme réflexe, au lieu d'être générale et de se présenter pour tous les actes d'un individu, peut bien plus souvent n'être que partielle et affecter seulement telle ou telle action particulière. La plupart des actes qui au début ont pris une forme supérieure quand ils ont été constitués pour la première fois, tendent à se dégrader par la répétition habituelle. Un grand nombre de nos actions habituelles, quand l'attention ne porte pas sur elles, se rapprochent à la longue des actes réflexes. En résumé, l'acte réflexe, sous sa forme la plus simple, est le fonctionnement d'un organe déjà constitué par la vie et apparaissant tout formé à la naissance. Les premiers réflexes sont les réactions des organes déjà constitués et les réflexes acquis correspondent probablement à la formation de nouveaux organes. Les actes de l'alimentation, de la déglutition, de la respiration, de la miction, de la défécation sont constitués en même temps que les organes eux-mêmes. Leur origine se confond avec celle de l'organisme. Un petit nombre de réflexes sont acquis et résultent de l'activité de l'être quand elle prend au début une forme supérieure et quand elle crée à son tour des dispositions organiques qui se conservent sous une forme primitive. Les débuts de l'intelligence
Première partie, chapitre 2, 3. Les actes perceptifs. Immédiatement au-dessus de ces actes réflexes se présentent dans le groupe trop confus des actes instinctifs des actes que nous pouvons appeler des actes perceptifs. Les actes réflexes étaient déterminés par une stimulation sur les téguments et n'avaient pas d'autre effet que la modification de cette stimulation. Une irritation trop vive a lieu sur la peau, le membre s'écarte et cette irritation cesse ou diminue. Une lumière trop vive atteint la rétine et la pupille, en se resserrant, diminue la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Les actions que nous appelons perceptives semblent déterminées par l'action des objets extérieurs et non plus simplement par des stimulations superficielles. Elles cherchent à modifier ces objets eux-mêmes, au lieu d'écarter simplement des stimulations sur la périphérie du corps. Un oiseau voit à quelque distance des grains sur le sol. Il s'en rapproche, les prend dans son bec et les mange. Un renard entend à distance le bruit que fait une poule ou sent l'odeur d'un lapin. Il court après la poule ou le lapin, les attrape, les tue et s'en nourrit. Un lapin poursuivi par un carnassier le fuit, court à son terrier et s'y réfugie. Dans tous ces actes, le point de départ est déterminé par un objet complexe, la proie alimentaire ou le terrier, et l'acte aboutit à une utilisation de cet objet et à sa transformation. Il y a adaptation à des objets, et non simplement à des stimulations superficielles. Il est vrai que cet objet détermine lui aussi des stimulations à la surface du corps. Au point de départ des actes précédents, il y a la vue du grain, l'odeur de la proie, la vue du terrier, qui sont des stimulations de ce genre et qui sont suivies de leurs réflexes primitifs. Mais ces objets ne déterminent pas une seule stimulation à laquelle l'animal se bornerait à s'adapter. L'objet en détermine un grand nombre. Le lapin, poursuivi par le renard, n'a pas seulement une odeur, il a un aspect visuel et surtout un goût quand le renard le mange. L'acte qui est déclenché par la stimulation initiale ne s'adapte pas seulement à cette stimulation, mais à toutes les autres que l'objet provoquera successivement. Il s'adapte à des stimulations qui n'existent pas encore, mais qui ne surviendront que plus tard, grâce à l'acte lui-même. Cette adaptation à un ensemble de stimulations futures et simplement possibles caractérise les conduites perceptives. Pour bien montrer ce caractère de l'acte perceptif et le rôle de l'objet, il est utile de revenir un peu sur l'acte réflexe et de remarquer combien il est insuffisant pour assurer l'adaptation vitale. Les actions réflexes sont petites, de peu d'étendue dans le temps et dans l'espace. Elles ne peuvent nous protéger que contre des dangers immédiats. Nous écartons le bras quand on nous pince, mais seulement quand le pincement est déjà sur notre peau. La main qui avance pour nous pincer ne provoque pas encore le réflexe d'écartement quand elle est éloignée de la peau. Une protection de ce genre arrive souvent trop tard et ne préserve pas de la blessure. Pour parer davantage au danger, il faudrait écarter le bras avant le pincement, faire une réaction préventive, ce que le réflexe ne semble pas capable de faire. Le réflexe, une fois déclenché, ne peut plus être arrêté ni modifié dans sa direction. Il ne peut s'adapter au mouvement, au changement de la cause offensive. Un individu qui tire un coup de fusil sur un oiseau ne l'atteindra pas s'il ne tient aucun compte des mouvements de l'oiseau. Le réflexe ressemble à ce coup de fusil. C'est une bombe qui éclate immédiatement sans se préoccuper des changements qui ont lieu pendant l'éclatement. Aussi, l'action réflexe tend-elle à se compliquer, et dans certains cas, elle semble corriger ses défauts. Les réflexes peuvent se succéder l'un après l'autre d'une manière utile quand ils prennent la forme que l'on peut appeler celle des réflexes en cascade. Une première action réflexe détermine une modification du milieu,
Cette modification amène un second réflexe qui amène lui-même une nouvelle modification et ainsi indéfiniment. S'il se trouve que cette série de modifications du milieu et cette série de réflexes soient bien coordonnées et se développent dans la même direction, un résultat pratique peut être obtenu. On peut représenter cette série de réflexes en cascade par la figure 1. Prenons comme exemple la série de réflexes provoqués chez un animal par la faim. Le trouble organique a déterminé une agitation, un déplacement du corps. Ce déplacement du corps a mis en face de l'œil un objet mouvant qui, agissant sur la rétine, détermine un second réflexe, le déplacement de la tête vers cet objet. Ce mouvement de la tête permet à un effluve d'agir sur l'odorat, nouveau réflexe de mouvement de tout le corps vers l'objet. Maintenant, notre animal court après sa proie. Ce mouvement met le museau de l'animal en contact avec cette proie. Ce contact détermine le réflexe de l'ouverture de la bouche et, à la suite, toujours en cascade, la mastication, la déglutition, etc. Grâce à cette série de réflexes en cascade, l'animal a pu se nourrir. Oui, mais à quelles conditions ? À la condition qu'il y ait une succession continue de hasards favorables. Il faut que le premier mouvement amène par hasard la vue d'une proie. Il faut que le second mouvement, déterminé par cette vision, amène une excitation de l'odorat. Il faut que l'acte réflexe déterminé par l'odorat amène un contact, etc. Pour que cette succession de rencontres se produise, il faut supposer un milieu excessivement favorable. On peut imaginer que la vie primitive se développe dans des mers remplies d'êtres vivants, où le moindre déplacement de l'animal amenait la vue et l'odorat d'une proie. Dans ces conditions, la vie a pu se maintenir par des réflexes en cascade de ce genre. Mais dans les circonstances moins heureuses, dans des milieux moins riches en proies nutritives, des hasards de ce genre ne se produiraient pas. Quel est le progrès nécessaire ? Il faut une conduite qui, à propos du premier réflexe, amène immédiatement tous les autres, comme si leur stimulation était donnée. Admettez, pour le moment, que ces réflexes soient réunis les uns avec les autres, comme on l'observe dans les réflexes conditionnels de M. Pavlov, et qu'il suffit de la première stimulation pour les déterminer tous successivement. Le chien de M. Pavlov salivait à l'odeur de la viande. Il salive maintenant en entendant un coup de sifflet, comme si le coup de sifflet évoquait, après son réflexe auriculaire propre, le réflexe de l'odeur de la viande. Ces réflexes successifs sont unis dans une même action perceptive d'ensemble qui produit, à la suite de la première stimulation, le même résultat qui n'était obtenu que par la série des stimulations successives. On peut représenter cette conduite d'ensemble qui remplacera la série des réflexes par la figure 2. Nous pouvons, avec M. Revaux-Dallan, donner le nom de conduite schématique ou de schéma perceptif à cette conduite d'ensemble qui amène, plus ou moins complètement ou en abrégé, cette série d'actions réflexes. Si nous laissons de côté les animaux sociaux chez lesquels ces conduites perceptives sont un peu différentes, on peut dire que la plupart des instincts des animaux sont constitués par des conduites schématiques de ce genre plus ou moins compliquées. Il est probable que chez le petit enfant, des conduites de ce genre remplacent vite les réflexes primitifs. Au début, il fait le mouvement de tétée quand le mamelon touche ses lèvres. Puis l'acte de tétée deviendra plus complexe, il contiendra des mouvements de la tête et des bras, et il sera déclenché par la simple vue de sa mère ou par un bruit particulier qui annonce la tétée. Le schéma perceptif est déclenché par l'une des stimulations qui joue un rôle dans l'acte total.
On peut comprendre cette forme d'activité schématique en étudiant les erreurs très caractéristiques qui peuvent se produire dans son activation. Nous avons souvent étudié ces troubles des conduites perceptives sous le nom de trompe-l'œil. Il est intéressant de rappeler ce phénomène parce que nous aurons à le rapprocher plus tard de la conduite si intéressante du portrait. Le schéma perceptif, qui est lui-même très précis et très systématisé, est déclenché par une stimulation quelconque qui, au début, est très vague et qui peut faire partie de plusieurs objets différents. L'animal commence l'acte de la poursuite d'une proie déterminée à l'occasion d'une ombre qui passe sur sa rétine. Cela peut être très adroit et dans bien des cas, cela réussit. Mais cette ombre peut être celle d'un ennemi qu'il faudrait fuir ou d'un rocher qu'il suffirait d'éviter. Et l'animal commence tout de même un acte de poursuite qui peut amener sa perte. Ce trompe-l'œil est si fréquent et si important que l'homme est arrivé plus tard à l'utiliser. Il a remarqué que certaines stimulations particulières amenèrent chez lui la conduite perceptive en relation avec l'éloignement de l'objet. Lorsque deux lignes droites, au début parallèles, semblent converger ensuite vers un point, nous commençons à faire les actes de poursuite à une grande distance. L'artiste qui peint un paysage nous présentera des routes dont les deux bords ne restent pas parallèles, mais convergent vers un point du tableau. Nous aurons l'illusion de la profondeur et de la distance, et l'artiste aura utilisé pour nous procurer cette illusion les lois du trompe-l'œil. Ce petit phénomène du trompe-l'œil met bien en évidence la nature de l'acte perceptif qui consiste dans le déclenchement d'un acte schématique complet à propos d'une stimulation partielle. On peut dire que la vie psychologique d'un grand nombre d'animaux est composée d'un nombre considérable de ces schémas perceptifs qui constituent une partie essentielle des instincts. Sans doute, ils peuvent entraîner une foule d'erreurs qui ont été bien relevées par tous ceux qui ont fait des expériences sur ces instincts et qui ont montré les erreurs que l'on peut provoquer en déterminant chez l'animal une de ces stimulations qui, d'ordinaire, dépendent d'un objet déterminé, mais qui dans ces cas ne lui appartiennent pas. Sans doute, ces conduites schématiques devenues instinctives sont loin d'avoir l'efficience que nous verrons dans les conduites intellectuelles plus élevées, mais elles n'en sont pas moins bien supérieures aux simples réflexes. Elles permettent des conduites plus compliquées aux effets plus lointains. Elles procurent une adaptation permanente et rendent possible, au moins dans certains cas, une certaine régulation de l'action bien supérieure à l'explosion des réflexes. Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 2, 4. Les caractères des actes suspensifs. Nous pouvons peut-être préciser un peu plus les caractères d'un acte perceptif ainsi constitué. Sans doute, on retrouve dans ces conduites la régularité et le déterminisme qui caractérisent l'acte réflexe. L'action est stéréotypée car l'animal poursuit une proie, construit son terrier, toujours de la même manière. Cette action peut être assez longue. Un animal carnassier poursuit une proie pendant plusieurs heures. Un oiseau met plusieurs jours à faire son nid. Il s'agit là d'une série de mouvements bien plus complexes que ceux de la mélodie kinétique des actes réflexes. Mais la suite des mouvements reste toujours la même. Cette série de mouvements déclenchés régulièrement par telle ou telle stimulation déterminée est plus souvent peu variable. C'est même ce rigoureux déterminisme de l'acte instinctif qui est le point de départ des trompe-l'œil, de toutes les erreurs que l'on peut déterminer dans les actes instinctifs
ou modifiant les stimulations de l'action. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a dans ces conduites perceptives des éléments de variabilité et presque de liberté beaucoup plus grandes que dans les réflexes. Ces conduites sont plus longues et pendant qu'elles s'accomplissent, l'animal peut recevoir d'autres stimulations qui changent l'action en cours. Tandis que le réflexe dépend d'une seule stimulation, l'acte perceptif en comporte au moins deux. La première au début, qui est en quelque sorte préparante, car elle éveille et prépare l'acte schématique, le lance en quelque sorte dans une direction. La seconde déchaînante, car elle détermine le passage à la consommation finale. L'odeur du lapin a déclenché l'acte de la poursuite, et déjà le schéma total de manger le lapin, mais il faut le contact de la peau sur les lèvres pour amener la consommation de cet acte de manger le lapin. D'autres stimulations peuvent jouer un rôle dans l'intervalle entre celles-ci et peuvent modifier plus ou moins l'activation du schéma. L'odeur du lapin a déclenché l'acte de la poursuite, mais la vue d'un côté ou de l'autre change à chaque instant la direction de la poursuite. Ici intervient le rôle de l'obstacle, qui peut faire naître d'autres actes schématiques qui inhibent plus ou moins le premier. C'est le point de départ de l'acte intellectuel du détour, dont nous aurons bientôt à nous occuper. Nous voyons bien ces complications dans des actes que nous avons autrefois étudiés longuement et que nous appelions les conduites perceptives de situation. Supposons qu'un renard veuille attraper une poule. Il la surveille, veut se jeter sur elle. Perception simple. Mais en même temps, il voit le gardien du poulailler avec une fourche à la main qui le menace. Il y a là une stimulation qui joue le rôle d'obstacle. Cette stimulation le dirige vers un sens opposé, vers la fuite. Il y a conflit entre les deux tendances, la poursuite de la poule et la fuite devant la fourche. Ce conflit se résout d'une façon ou de l'autre et, après un arrêt momentané, le renard peut revenir à la poule. Sans doute, je ne crois pas qu'il s'agisse tout de suite d'une conduite intellectuelle dans laquelle il y a régulièrement invention d'une conduite intermédiaire et nouvelle, avec recherche de cette conduite. La combinaison des deux conduites est encore plus ou moins mécanique et consiste surtout en oscillation. Mais il n'en est pas moins vrai que ces conduites de situation vont devenir le point de départ des conduites intellectuelles. Enfin, il y a un caractère des actes perceptifs qui prend à nos yeux une grande importance. Le réflexe nous a paru un acte explosif, régi par la loi du tout ou rien. Une stimulation suffisait pour faire éclater toute la conduite réflexe dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions. La nature essentielle de l'acte perceptif, qui réclame deux ou plusieurs stimulations, les unes préparantes, les autres déchaînantes, supprime ce caractère explosif. La première stimulation ne suffit pas à elle seule pour amener la consommation de l'acte. Il faut une seconde stimulation déchaînante. Le carnassier qui poursuit une proie ne se met pas à mordre et à avaler dès que l'acte de manger du lapin est éveillé par l'odeur. Il mordrait dans le vide et il n'arriverait à rien. Il ne fait des actes de ce genre que s'il y a des erreurs dues à un trompe-l'œil. Le plus souvent, il est obligé de suspendre l'acte schématique qui a été éveillé par la première stimulation. Il ne l'abandonne pas complètement, car alors il oublierait la chasse et n'aurait plus l'attitude nécessaire à la capture de telle ou telle proie. Il ne laisse pas la tendance à cet acte schématique retomber dans la latence. Comme il n'arrive pas non plus à la consommation, il doit maintenir l'activation de la tendance dans une disposition spéciale intermédiaire entre la phase de la latence et la phase de la consommation. C'est ce que, dans notre cours d'une année spécialement consacrée à l'étude des phases de l'activation, nous avons appelé la phase de l'érection.
Dans cette phase, la tendance éveillée, tirée de la latence, n'arrive pas à la consommation, mais reste cependant assez active pour diriger la conduite dans un certain sens et pour lui donner un aspect caractéristique de la tendance elle-même. Cette apparition de la phase de l'érection, ajoutée aux deux phases de la latence et de la consommation, qui existaient seules au stade du réflexe, me semble avoir une grande importance. Ce sera plus tard le point de départ de beaucoup de conduites intellectuelles, puis de la réflexion et de la mémoire. La phase de l'érection dans l'activation d'une tendance donne lieu à une manière bizarre d'agir. Dans cette phase, l'acte existe d'une certaine manière, au point d'être nettement reconnaissable, et d'autre part, il n'existe pas complètement puisqu'il ne détermine pas les mouvements extérieurs caractéristiques. Cet état d'érection d'une tendance va jouer plus tard un rôle considérable dans la pensée, qu'il serait bien difficile de comprendre si on ne connaissait pas cette forme particulière que peuvent prendre les actions. Pour le moment, cette phase de l'érection intervient dans certains actes instinctifs, comme dans l'acte de faire le guet, de guetter une proie. Un animal, dont la vue ou l'odorat ont reçu une première stimulation amenant l'acte schématique de manger une proie déterminée, ne se met pas immédiatement à manger, ni même à courir. Il reste souvent couché par terre, immobile sur le passage de cette proie. C'est là une conduite bien remarquable, car il est souvent important de se retenir d'agir, et, comme on le dit vulgairement, il est bon de tenir son fusil chargé. La conduite n'est plus immédiatement explosive, c'est une bombe à retardement qui a été préparée par une première stimulation et qui n'éclatera qu'à une seconde stimulation provoquée par l'apparition de la proie à bonne portée. Mais cet intervalle entre les deux stimulations est rempli par un acte particulier, celui de l'attente, qui est la transformation spéciale de la phase de l'érection. Nous ne pouvons étudier ici complètement l'attente, sur laquelle nous avons longuement insisté dans le cours sur la mémoire publié en 1928. L'animal qui fait le guet n'a pas encore la mémoire proprement dite, mais il commence à savoir attendre, à faire des actions retardées qui sont, comme nous l'avons vu, le principe de la mémoire. Quand nous attendons la visite d'un ami, nous n'avons pas immédiatement la conduite qui consiste à recevoir cet ami et à lui parler, sauf quand il y a des erreurs et des précipitations dans la conduite difficile de l'attente. Mais nous ne sommes pas tout à fait inactifs et nous ne laissons pas complètement dans la phase de la latence cette conduite de la réception de tel ami. Nous interrompons d'autres occupations. Nous prenons une attitude spéciale. Nous conservons les actes de la réception d'une manière particulière et nous faisons cet acte spécial de l'attente qui est encore une forme de l'érection. L'attente se complique par la recherche. Cet acte de la recherche suppose que vous savez ce que vous cherchez, c'est-à-dire que vous avez déjà en érection la conduite que vous désirez avoir vis-à-vis de l'objet cherché. Mais cependant, vous ne faites pas cette action complètement, puisque vous n'avez pas l'objet sous la main. Vous ne vous habillez pas complètement si vous cherchez un de vos vêtements. Cet acte vis-à-vis de l'objet cherché est encore maintenu à la phase de l'érection comme dans une espèce d'attente. Mais vous ne restez pas immobile comme dans la véritable attente. Vous n'attendez pas que ce vêtement apparaisse tout seul devant vous. Il faut que, tout en maintenant l'acte en érection pour ne pas oublier ce que vous cherchez, vous fassiez autre chose. Une sorte d'agitation intervient pour favoriser l'apparition de l'objet cherché. La recherche est une complication de l'attente
par des mouvements plus ou moins habiles pour favoriser l'apparition de l'objet qui permettra de consommer l'acte maintenu en érection. On voit, par ces quelques exemples, combien la phase de l'érection, caractéristique des tendances perceptives, joue un grand rôle dans les actes instinctifs comme dans les actes plus élevés. C'est pour mettre en évidence l'importance de l'érection dans les actes perceptifs que nous avons souvent désigné ces actes perceptifs par le nom de tendances suspensives. Il s'agit en effet de tendances qui peuvent s'arrêter à différents moments de leur activation et qui peuvent rester quelque temps, en quelque sorte suspendues, sans aboutir immédiatement à la consommation complète. C'est cette forme de l'action arrêtée à la phase de l'érection qui donne à nos perceptions leur aspect le plus commun. Quand nous percevons un objet, un fauteuil par exemple, nous disons qu'en le voyant, nous savons ce qu'est cet objet, que nous le reconnaissons, mais nous croyons ne pas faire d'action à ce moment, car nous restons debout, immobiles, en percevant le fauteuil. Il y a là une illusion. En réalité, nous avons déjà en nous l'acte caractéristique du fauteuil, ce que nous avons appelé le schéma perceptif. Ici, l'acte de nous asseoir d'une manière particulière dans ce fauteuil. Toutes les études sur l'agnosie montrent bien que ce symptôme est toujours associé avec quelque forme de l'apraxie. Le malade qui ne sait plus du tout s'asseoir dans le fauteuil ne reconnaît pas l'objet pour un fauteuil. C'est parce qu'il n'a pas en lui l'éveil de l'acte caractéristique du fauteuil qu'il ne le reconnaît pas. Pour que ce fauteuil soit un fauteuil et non un livre, il faut qu'un détail de l'objet éveille la tendance à s'asseoir d'une façon particulière. Mais ce qui est remarquable, c'est que cet acte ainsi éveillé ne s'active pas complètement et qu'en fait, nous ne faisons pas l'acte de nous asseoir. De même que nous ne mangeons pas immédiatement tous les objets que nous percevons, cependant, comme comestibles. L'acte caractéristique, l'acte schématique de cet objet reste à cette phase particulière que nous venons d'appeler la phase de l'érection. Ce sont ces schémas perceptifs éveillés à la phase de l'érection qui constituent, au point de vue psychologique, ce que nous appelons les objets. C'est notre acte, disait M. Bergson, qui découpe dans la continuité du monde les objets que nous utilisons. Le schéma perceptif éveillé et maintenu à la phase de l'érection contient d'abord les actes caractéristiques de l'objet: s'asseoir dans un fauteuil, boire dans un verre, manger avec une cuillère. Mais il est modifié à chaque instant par des caractères variables des stimulations qui nous parviennent. Aux mouvements caractéristiques de l'usage se joignent des mouvements de déplacement du corps nécessaires pour atteindre l'objet, c'est-à-dire pour pouvoir porter à la consommation le schéma perceptif. Ces déplacements sont variables dans leur grandeur et dans leur direction. Ils ne font pas partie essentielle de la conduite de l'objet lui-même. Ils viennent seulement la modifier. Ils ajoutent aux caractères fondamentaux de l'objet un détail important, sa distance. Ces mouvements accessoires de déplacement ne sont pas les mêmes pour tous les objets. Si je veux toucher cette lampe, je dois faire un mouvement à gauche. Si je veux prendre ce morceau de craie, je dois faire un mouvement à droite. Ne cherchons pas pour le moment la signification de ces mots droite, gauche. Constatons seulement que ce sont des mouvements différents qui contribuent à séparer les objets les uns des autres. Parmi les objets qui sont ainsi séparés les uns des autres, il y en a un qui joue un rôle essentiel. C'est l'objet que nous appelons notre corps, le corps propre. Celui-ci, à bien des points de vue, ressemble aux autres objets, mais il a aussi des caractères distinctifs très importants. Notre propre corps est déterminé comme les autres par nos conduites perceptives.
Nous avons vis-à-vis de lui des conduites particulières qui ne sont pas les mêmes vis-à-vis des autres. On remarquait autrefois que nous avons une sensation tactile double, mais nous avons vis-à-vis de notre corps des conduites beaucoup plus simples. La première de toutes, c'est que nous ne le mangeons pas, nous ne le blessons pas, nous avons des égards pour lui. Il y a là un ensemble de conduites conservatrices qui ne sont pas les mêmes que pour le corps des autres. Si nous considérons les conduites de déplacement qui séparent les objets, nous remarquons qu'il nous faut un déplacement pour tous les autres objets, mais que seul le corps propre fait exception. C'est le seul objet que nous puissions toujours atteindre sans avoir à effectuer un déplacement. Cet objet particulier, le corps propre, nous sert de point de départ, de point de repère pour apprécier la distance de tous les autres objets. J'emploie ici ces mots « point de départ »,« point de repère » qui se rattachent à des conduites intellectuelles que nous devons étudier prochainement, parce que, comme je l'ai dit bien souvent, l'observateur des faits psychologiques possède lui-même les actes supérieurs qu'il ne doit pas forcément retrouver chez les sujets, et il doit s'en servir dans son interprétation scientifique sans les attribuer au sujet. C'est là une des difficultés de ce genre d'observation. Nous y avons déjà insisté à propos de nos leçons sur la mémoire. Le corps propre paraît séparé de tous les autres objets qui prennent alors un caractère nouveau, qui deviennent non seulement distants les uns des autres, mais des objets extérieurs. Sans doute, cette extériorité des objets va jouer un rôle considérable dans notre vie psychologique quand elle s'opposera à l'intériorité des phénomènes de conscience après l'évolution des actes secrets, de la pensée intérieure, transformée par des conditions sociales. Il n'est pas encore question de cette extériorité absolue. Il suffit maintenant que les objets paraissent tous distants du corps propre qui a pris une importance particulière. Ce caractère de la perception est si net que dans les délires, les phénomènes psychologiques qui semblent analogues à des perceptions prennent surtout l'apparence de l'extériorité. Nous l'avons déjà remarqué souvent à propos des délires de persécution. Nous ne pouvons aujourd'hui, dans ce résumé rapide, étudier la longue évolution qui a peu à peu transformé un grand nombre d'actes réflexes ou conduites perceptives. Rappelons seulement que bien des conduites intermédiaires pourraient être constatées dans cette transformation. Les réflexes lointains dont parle M. Sherrington déterminent des réactions à des objets écartés du corps, des mouvements de déplacement de tout le corps antérieurs aux actes de consommation. Les réflexes conditionnels de M. Pavlov sont déjà presque complètement des schémas perceptifs. La stimulation devenue efficace donne naissance à une réaction complexe qui dépendait primitivement d'un autre réflexe. Il y a déjà une association, une combinaison de plusieurs actions réflexes réunies par une conduite schématique. Il a fallu une longue évolution pour rendre ces transformations plus complètes, et tous les instincts ont un long passé. Il me semble peu probable que des réflexes conditionnels de ce genre aient été créés uniquement par des successions régulièrement fortuites de stimulation. Il faudrait un bien grand hasard pour remplacer l'action intelligente de l'expérimentateur qui aujourd'hui crée dans le laboratoire de tels réflexes. Il y a eu des mutations, des inventions qui ont perfectionné les réflexes comme les corps et qui ont créé ces caractères nouveaux de l'action, le schéma perceptif et la phase de l'érection. M. Bergson sépare complètement l'intelligence de l'instinct et nous verrons en effet des différences importantes. Mais cette séparation ne doit pas être exagérée. Nous savons d'ailleurs que ces actes de divers degrés
peuvent se mêler. Nous venons de remarquer que par l'effet de l'habitude, des actes supérieurs peuvent arriver à présenter des caractères du réflexe. Il est facile de voir de même que des actes qui ont pris la forme supérieure au début nous apparaissent ensuite comme des instincts.